Bonjour et bienvenue à Cœur et AVZ présente, en collaboration avec la Fondation EarthLife, au webinaire de la semaine de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque. Le webinaire est intitulé D'un océan à l'autre, naviguer à travers les symptômes, les défis et les stratégies unifiées en matière de soins de l'insuffisance cardiaque. Je m'appelle Gabrielle Durette, je suis spécialiste engagement et système de santé à Cœur et AVC et je serai la modératrice pour ce webinaire. Je suis accompagnée de Charlotte Girard, qui est une personne avec expérience vécue et une aidante naturelle. Elle est membre impliquée à la Fondation EarthLife Canada et agit à titre d'ambassadrice du cœur au sein de la communauté francophone. Elle est également membre de l'Alliance canadienne pour la santé cardiaque des femmes. Elle y représente l'intérêt des patients au comité de direction à titre de coprésidente. Son implication de ces organisations souligne sa passion pour avoir un impact positif et pour promouvoir les soins de santé cardiovasculaire, en particulier chez les femmes. Avant de commencer le webinaire, quelques informations techniques. Donc, comme indiqué dans la diapositive, vous devrez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur, mais c'est également possible de se joindre par téléphone. Sachez que les microphones de tous les participants sont désactivés. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire en utilisant la boîte aux questions au bas de l'écran et vos questions seront posées à la fin, à la période de questions. Vous pouvez activer aussi les sous-titres de la présentation. Finalement, l'enregistrement de la séance sera ajouté à notre chaîne YouTube Cœur et AVC ainsi que sur le site des pratiques optimales de l'AVC au Canada. Je tiens d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, même si on se rencontre par l'entremise d'une plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations et le renforcement de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui considèrent ces territoires comme leur patrie. Donc, allons-y maintenant avec le webinaire. Il comporte trois objectifs d'apprentissage. Le premier est d'accroître la sensibilisation du public aux symptômes de l'insuffisance cardiaque. Le second est d'aborder les défis en matière de diagnostic et de promouvoir les stratégies de soins unifiés. Charlotte, à toi la parole. Bonjour tout le monde, bienvenue parmi nous. Moi, je partage ce matin un coin de pays qui est peut-être moins connu de plusieurs. Je suis originaire de la Côte-Nord, alors voici une plage à l'est de cette île. C'est l'endroit où nous avons le chalet familial. Alors, pendant nos dernières vacances, mon mari et moi, on s'est amusés à faire des dessins sur la plage. Et à ma droite, ben, si vous êtes sur la plage et que que vous retournez, ben, on fait face à l'embouchure du Saint-Laurent. Alors, mon mari a pris une photo de moi, de mes mains en cœur face au paysage du Saint-Laurent. Alors, à la Fondation ArtLife, nous aimons éduquer, informer et éclairer nos collègues patients pour améliorer la qualité de vie auprès des gens vivant avec une maladie cardiaque et ou avec l'insuffisance cardiaque. Notre mission a pour objectif de donner la parole aux patients afin de stimuler le dialogue, de faire progresser la compréhension, d'améliorer les soins et les traitements de recherche, de sensibiliser à la maladie et à l'insuffisance cardiaque et d'améliorer les soins à travers le pays. HeartLife offre également des séances de formation en anglais et depuis une semaine en français également via notre application HeartLife Academy. Vous pouvez, ces séances de formation sont pour vous aider et vous accompagner dans votre prise en charge de soins. Vous trouverez le lien du site web de HeartLife et de toutes les ressources à la fin de la présentation. Alors, comme vous le savez peut-être, l'insuffisance cardiaque est une maladie cardiovasculaire dont le nombre de cas augmente rapidement dans le monde. Au Canada, 100 000 personnes reçoivent un diagnostic d'insuffisance cardiaque à chaque année et ce nombre s'ajoute aux 800 000 déjà diagnostiqués. C'est énorme. Cette maladie est la cause majeure d'hospitalisation et est associée à
un taux élevé de réadmission à l'hôpital à l'échelle nationale. Pardon. Nous savons qu'elle représente un fardeau important pour les personnes qui sont admises, qui sont atteintes, et ainsi qu'à leurs familles et aux aidants naturels. Ça a des répercussions sur toute la vie, sur toute la famille. Une personne sur trois au pays est affectée par quelqu'un de la famille ou par la maladie. L'insuffisance cardiaque coûtera bientôt à notre système de santé 2,8 milliards de dollars par année. C'est énorme. L'insuffisance cardiaque est la raison la plus courante pour laquelle les Canadiens se retrouvent à l'hôpital. Après avoir reçu un congé, une personne sur cinq y retourne à l'intérieur d'un mois. Alors, c'est pas négligeable. Prochaine diapo. Alors, mes apprentissages. Euh, Quand on reçoit un diagnostic d'insuffisance cardiaque ou de maladie cardiaque, on a tout un langage à apprendre, puis il y a plein de choses qu'on ne comprend pas. Mais la maladie cardiaque désigne le problème de fonctionnement et de structure du cœur. Alors que l'insuffisance cardiaque veut dire que le cœur, notre engin, là, notre précieux engin qui nous garde en vie, il ne pompe pas suffisamment pour rencontrer tous les besoins du corps. Alors, ce sont des nuances importantes. C'est pour ça qu'on parle beaucoup d'être proactif dans nos soins. Dans nos soins, lorsqu'on a une maladie, on comprend que lorsqu'on a une maladie cardiaque, ça peut nous mener vers une insuffisance cardiaque. Alors, c'est important de prendre soin de nous au quotidien. Vivre avec l'insuffisance cardiaque ne signifie pas qu'il faut avoir peur, là. Alors, on veut maintenir un journal sur notre état de santé au quotidien. On inscrit nos prises de médicaments, nos suppléments naturels. On se garde une petite colonne commentaire pour dire comment on va, comment on se sent, comment notre état mental se trouve aujourd'hui. Et c'est des outils importants pour rapporter à notre médecin lors de notre prochaine visite. C'est important de demeurer actif. Même les jours où c'est difficile, c'est important de bouger. Puis, la vie au ralenti est quand même bien belle, là. Ça va. On peut aller au nez au printemps, les fleurs, tout est en floraison, c'est magnifique. On prend le temps de profiter de la vie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, je vous présente les conférenciers du webinaire. On va débuter avec Robert Loma, qui est une personne avec expérience vécue de l'insuffisance cardiaque. Robert a reçu un diagnostic à l'âge de 53 ans, sans savoir s'entraîner une insuffisance cardiaque sévère asymptomatique qui a été découverte dans le cadre d'un projet de recherche auquel il participait. Robert vous en parlera plus en détail. Robert est retraité, il s'implique auprès de Cœur et AVC et HeartLife, puis il est également partenaire à l'Institut de cardio de Montréal. Il profite de la vie en jouant au golf, en voyageant, puis en étant un bon grand-papa. On va suivre le webinaire avec Dr. Rouleau. Dr. Rouleau est cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, professeur émérite à l'Institut de Montréal également. Il est un ancien doyen de la faculté de médecine à l'Université de Montréal, promouvant l'approche patient partenaire public pour l'éducation en santé et ancien directeur de l'Institut de santé circulatoire et respiratoire de l'IRSC. Actuellement, Dr. Rouleau est directeur scientifique de l'Alliance canadienne pour la fonction cardiaque et réseau de recherche financé par les IRSC, pardon, la Fondation de la maladie du cœur et de l'AVC, dédiée à l'amélioration de la prévention, des traitements et de la gestion de l'insuffisance cardiaque. Et on va terminer avec Dr. Eileen O'Mara. Dr. O'Mara est cardiologue à l'Institut de cardio de Montréal et professeur titulaire de l'Université de Montréal. Pardon, je t'ai soufflé ce matin. Ça fait partie de la vie. Elle a complété des fellowships en insuffisance cardiaque et en échographie de stress et Doppler titulaire et Doppler tissulaire et non pas titulaire. Elle détient la chaire de la recherche Caroline et Richard J. Renaud en insuffisance cardiaque à l'ICM et est co-directrice de l'axe de recherche myocardique. Elle est impliquée dans plusieurs comités de laboratoire de recherche à l'ICM et à l'Université de Montréal.
Alors, je veux on continue avec Robert. Robert va nous raconter son histoire. À toi la parole, Robert. Merci beaucoup, Charlotte. Premièrement, un gros merci et bonjour à tout le monde qui sont avec nous. Euh, Moi, c'est encourageant pour moi de voir que du monde s'intéresse à la maladie. Euh, J'en suis un. Euh, Mon histoire, ben, comme elle a dit, aujourd'hui, j'ai 67 ans, mais j'ai connu la maladie, j'avais 53 ans. Euh, je, je vis avec l'insuffisance cardiaque depuis 11 ans. Tout a commencé par un infarctus en 2013 suite à une énergie trop prolongée sur la pelle en plein hiver, chose à ne plus faire. Euh, j'ai été admis à l'Institut de cardiologie de Montréal en urgence. Ils m'ont installé un stent. Et puis tout s'est quand même bien passé. J'ai pas eu de complications. J'ai une convalescence d'environ 3 mois d'arrêt de travail. Je suis retourné après. J'avais un travail de bureau, donc ça n'a pas été trop compliqué. Euh, j'ai pris ma retraite justement à la fin de l'année. On m'avait justement offert. Disons que l'infractus a décidé pour moi que je devais arrêter de travailler. Je ne m'ennuie pas depuis ce temps-là, c'est pas si pire. Euh, En début 2014, ben, premièrement, moi, ma vie était tout le temps. J'ai jamais eu d'autres problèmes de santé ou quoi que ce soit après. En début 2014, j'ai reçu l'appel de l'Institut de cardiologie du département de recherche. Et puis, qui m'a commencé à me poser des questions sur mon côté génétique, car d'après les cardiologues qui m'ont opéré, j'avais pas d'affaires. C'était pas normal que je sois sur ma table d'opération pour mon infarctus. Et pour un projet de recherche à propos des gènes génétiques, appelait ça des gènes inflammatoires, j'étais allé passer les tests et oui, j'avais des gènes inflammatoires. OK. Fait que j'ai participé au programme de recherche qui a duré à peu près 1 an. C'était surtout des prises de sang, des échographies, tous les tests qui peuvent passer pour vérifier, mais aucune injection de quoi que ce soit. C'était juste des tests. À la fin, ça dure à peu près 1 an, à la fin, on repasse tous les tests. Là, on découvre que je suis en insuffisance cardiaque avec une fraction d'éjection de 20. Toujours sans aucun, complètement symptomatique. Je veux dire, je ne le comprenais pas moi-même, là, mais pourtant, je vivais très bien avec ça. Il faut dire que je n'étais pas nécessairement comment dire, un gros sportif. J'étais déjà à la retraite. Ma conjointe, elle, travaillait encore. Donc, mes activités étaient pas nécessairement restreintes, mais j'étais plutôt tranquille, fait que j'en ai pas souffert. Mais là, avec ce diagnostic-là, on m'a référé à la clinique d'insuffisance cardiaque de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et là, ma journée a commencé là, pour un bout. J'ai été là pour une bonne dizaine d'années. Euh, Arrivé à l'Institut, là, il y avait différents examens à passer. Il n'y avait rien de compliqué. Euh, J'étais suivi constamment. J'ai été référé, pris en charge par une équipe vraiment spécialisée. Il y avait autant d'hommes que de femmes, les infirmières, les médecins connaissaient vraiment tout ça, puis on se sentait vraiment entouré pour la maladie. Mais là, au début, c'est de trouver la bonne recette des médicaments qui sont à la recherche. Et puis, en 2016, OK, avant d'être inscrit à la clinique d'insuffisance cardiaque, on m'avait proposé peut-être de m'installer un défibrillateur. Mais la clinique a décidé non, on va essayer les médicaments en premier. Au bout d'1 an, ça a pris un défibrillateur. En début de 2016, on m'a implanté un défibrillateur. Et puis, je vis avec ce compagnon depuis 7 ans, que j'appelle mon ange gardien. Et heureusement, et j'en suis très content, je n'ai jamais eu besoin encore. Mais il faut quand même vivre avec ce côté-là. J'aime bien voyager, fait qu'on ne passe pas dans les machines à l'aéroport avec un défibrillateur dans le corps. Fait que ça, j'ai appris ça. Pas à mes dépens, mais j'y fais attention. Euh, Avec la clinique d'insuffisance cardiaque, on était aussi inscrit au Centre EPIC dans un programme pour les insuffisants cardiaques. Euh, je n'étais pas une personne qui s'entraînait. Oh, j'avais un vélo stationnaire à la maison, mais sans plus. Mais je ne m'entraînais pas plus qu'il faut.
Mais ce qui arrive, ce qui a été très, très bon pour moi, c'est qu'arriver à être en contact avec d'autres personnes qui vivent la même maladie que moi, c'est qu'il faut se rappeler que le 11 ans, euh, ce qui donne, pour ouvrir une parenthèse, on était à peu près 100 000 au Canada avec l'insuffisance cardiaque. Et de dire qu'aujourd'hui, on est rendu à au-dessus de 800 000, c'est que ça progresse. Mais à 100 000 au Canada, moi, je ne connaissais pas personne dans mon entourage, nous, ce que je travaillais, quoi que ce soit, qui avait l'insuffisance cardiaque. Mais là, en étant avec d'autres patients qui vivent la même chose que moi, à s'entraîner, OK, l'entraînement a eu un effet bénéfique assez prononcé sur le corps, oui, mais le fait de partager avec d'autres personnes qui vivent la même chose que nous autres, c'est beaucoup. Ça aide. C'est du monde qui nous comprenne. On a beau nous aimer, ma conjointe, mes enfants, mais de ce qu'on vit, comment je pourrais dire? L'insuffisance cardiaque, j'appelle ça une maladie traite parce que ça va bien. On est porté à faire des choses. Puis là, il n'y a rien qui se passe. Le lendemain, c'est que 2 jours après, bingo, vous êtes complètement en terre, vous n'avez rien fait depuis une journée et demie, absolument rien fait. Puis là, vous êtes complètement en terre. Ben, c'est parce que l'abus que j'ai fait 2 jours avant que je paye aujourd'hui, il était à retardement. C'est, on peut vivre avec si on fait attention. Ça, c'est comme bien des choses, c'est essai-erreur. Il y a une question de liquide. Quand moi j'ai commencé, on parlait de 1 litre de liquide par jour. Dans les petites conférences que j'ai faites à d'autres places, 1 litre, là, le monde dit, oh, il faut pas super 1 litre. Ouais, mais quand vous mettez à le calculer, là, 1 litre, la plupart du monde, à 9 h le matin, ils l'ont bu, leur litre. Mais moi, c'est que j'en ai jusqu'à minuit le soir enduré 1 litre, 1 litre. Là, je suis maintenant, je fais 1,5 litre. Mais on s'habitue. Toute maladie, on vient qu'on s'habitue. Mais c'est quand même l'adaptation à l'insuffisance cardiaque, c'est des montagnes russes. C'est des essais-erreurs jusqu'à le temps qu'ils trouvent. Moi, ça a pris 11 ans pour que je parte de 20 à 1,40 %. Fait que tout ça, il faut faire attention à tout. Comme je l'ai dit, je suis amateur de golf. La météo nous affecte directement. Le liquide nous affecte directement. Fait que, mais il y a moyen d'avoir une vie relativement normale si on fait attention, si on écoute les consignes. Puis en plus, ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est ça va être juste une clinique d'insuffisance cardiaque, mais c'est le support, l'aide, la compréhension qui nous aide. Là, au moins, on est en contact avec du monde qui savent ce qu'on a. La famille avec, ça l'aide beaucoup. Là. Il a fallu éduquer la famille avec tout ça. Mais là, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Je me sens bien. OK, j'ai une vie, comme j'ai dit, presque normale, mais à 12 pilules par jour, puis si ce n'était pas des pilules, je ne serais pas là. Mais je vis je la vis bien, je profite de la vie, j'abuse pas, j'essaye de ne pas abuser, sauf que quand on veut faire un voyage, on est obligé d'acheter ça à peu près au mois de novembre, qu'on veut le faire au mois de février-mars, vous regardez la température, puis ça dit que bon, mais il va faire 26, 25. C'est pas si pire, moi je suis capable de l'endurer. On est arrivé là-bas cette année, il faisait 31, 33. Une semaine passée à l'intérieur d'une chambre d'hôtel dans le sud, c'est pas trop agréable. Surtout, ce qui est encore plus désagréable, c'est l'effet que ça a fait quand j'ai passé la première journée à jouer au golf à 32 degrés. Et là, on apprend à vivre avec ça, on apprend même à rire un peu. Je veux dire, c'est la réalité de l'insuffisance cardiaque. C'est une maladie que moi j'appelle traite parce qu'elle n'est pas si apparente que ça. On la vit de l'intérieur parce qu'on est quasiment tout le temps capable de faire tout ce qu'on a à faire, sauf qu'elle ne nous avertit pas quand elle s'est arrêtée. Il faut l'apprendre. Puis ça prend des années. Ça prend de la volonté. Mais avec le soutien que j'ai de ma famille, le soutien que j'ai à l'Institut de cardiologie de Montréal, le soutien que j'ai aussi parmi les personnes de Heartlife, Cœur et AVC, tout ça mis ensemble, on voit qu'on n'est pas tout seul. On voit qu'il y a des développements du côté médical, il y a de l'espoir. OK, on ne s'en sortira pas. Bon, OK. OK, ça augmente beaucoup. On est rendu à 800 000. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est poigné pour vivre avec ça. On vit proche de l'équateur, en majorité sur Terre. Il n'y a pas grand monde au pôle Nord, pas au pôle Sud.
Puis notre corps est fait de 60% d'eau, fait qu'on a besoin, on est entouré de chaleur et de liquide. Fait que là, il y a une petite bataille qui s'exerce. Fait qu'il faut, on l'apprend, on la connaît, puis on partage avec les autres. Et puis, en étant aussi patient partenaire à l'espérologie, ça m'en apprend beaucoup. Et puis, pour moi, c'est aussi une question de redonner au suivant. On a fait beaucoup pour moi. Je suis capable de donner. Si mon témoignage peut aider et surtout encourager quelqu'un de pas de garder espoir parce qu'ils sont capables de. Ça fait déjà 11 ans, puis j'en souffre, je souffre plus autant que j'ai. Je ne vais pas dire que j'ai une grosse souffrance, mais je suis capable de vivre pleinement. OK, moi peut-être avoir un 5-6 ans de moins sur ma vie, mais ça, c'est pas nous autres qui décident. OK. Et si je ne vois pas ça, je ne vois pas la mort arriver, je me vois plus vivre longtemps. Puis aujourd'hui, merci à tout ce monde-là alentour de moi, parce que j'ai un espoir de vie, chose que je n'avais pas au début, parce que c'était pas assez connu. C'est toutes les raisons pour lesquelles que je m'implique auprès de tout le monde, puis je suis toujours bien content. Euh, Ça, c'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça fait, vous avez compris un peu mon vécu. Sur ça, ben, je serais prêt à donner la parole au docteur Boulot. Merci encore. OK. Alors, j'aimerais commencer par remercier les Fondations de maladies du cœur et AVC et HeartLife pour avoir organisé ce webinaire sur une maladie qui devient de plus en plus importante et qui va toucher un adulte sur 5 au Canada dans leur vie. Ça, c'est un portrait de un de mes poiriers. Moi, ma grande passion, c'est le jardinage. Et on a eu une belle récolte cette année-là. Prochain, s'il vous plaît. J'ai aucun conflit d'intérêt pour cette présentation ici, mais j'ai des conflits d'intérêt associés à ma recherche. Prochaine. Bon, quand on a organisé notre réseau, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a parlé aux personnes ayant une expérience vécue en insuffisance cardiaque et à leurs aidants naturels. Et on leur a demandé de nous donner leur priorité. La priorité numéro 1 a été d'avoir un diagnostic plus précocement possible. Et pourquoi? Bien, malheureusement, 50 à 80 des diagnostics d'insuffisance cardiaque sont faits à l'urgence lorsque le patient arrive en insuffisance cardiaque décompensée. Ça veut dire que la maladie a progressé depuis longtemps et qu'on a manqué une opportunité de changer la trajectoire de la maladie. C'est un peu comme un patient où on fait un diagnostic de cancer quand il y a des métastases. Ça aurait été mieux de le faire avant les métastases. Donc, quand on parlait aux gens, ils nous parlaient de leur trajectoire du début des symptômes jusqu'à temps qu'ils soient pris en charge optimalement. Puis on sait que dans bien des cas, et malheureusement la majorité des gens, les gens ne sont pas pris en charge de façon optimalement, donc on va dire minimalement dans bien des cas. Et on s'est rendu compte que jusqu'à 50 des patients avaient des symptômes d'insuffisance cardiaque jusqu'à 5 ans avant que le diagnostic soit posé. Donc, on a manqué une belle opportunité de faire le diagnostic et de modifier l'évolution de la maladie. Parce que le traitement précoce de l'insuffisance cardiaque peut, dans tous les cas, améliorer la qualité de vie, mais dans bien des cas, peut réduire l'impact de la maladie et même de renverser les anomalies qu'on a développées avec notre insuffisance cardiaque. Prochaine diapo, s'il vous plaît.
La trajectoire possible du patient insuffisant cardiaque a beaucoup évolué dans les derniers 15 à 25 ans. Historiquement, le patient avec insuffisance cardiaque avait une progression lente et graduelle de leur maladie, avec des décompensations aiguës qui étaient associées souvent à des virus ou d'autres anomalies, des abus de diète, et des fois, on ne le sait pas, il y a beaucoup de sel dans certains mets, puis on ne le sait pas, ou des prix où ils ne prennent pas nécessairement leurs médicaments comme prescrit. Donc, on aurait des décompensations, on peut reprendre un peu le top, une autre décompensation, et finalement, l'évolution de la maladie est progressive jusqu'au décès. Mais le traitement optimal du patient insuffisant cardiaque a beaucoup évolué. Et comme j'ai mentionné, tous les patients insuffisants cardiaque, à peu près tous les patients, on peut améliorer de beaucoup leur qualité de vie. Et on peut aussi réduire de 75% le risque de mourir ou d'hospitalisation, deux événements qui sont vraiment très difficiles pour le patient. Et aussi, dans bien des cas, on peut réduire la maladie ou le problème cardiaque et dans certains cas, on peut même le normaliser. Prochaine diapo. Alors, quels sont les facteurs de risque du patient insuffisant cardiaque? Donc, si vous avez un de ceux-ci, vous êtes une personne plus à risque de développer de l'insuffisance cardiaque et souvenez-vous, un adulte sur 5 va le développer dans sa vie. L'âge avancé. Le plus âgé qu'on est, le plus de chances de développer de l'insuffisance cardiaque. Et on pourrait dire que rendu dans les 90, une grande proportion des gens vont avoir développé de l'insuffisance cardiaque. Les gens avec une maladie coronarienne, comme Robert, qui ont fait un infarctus, ce sont des gens qui sont à risque de développer de l'insuffisance cardiaque. Les gens avec hypertension sont à risque. Les gens avec diabète sont aussi à risque. Et dans une étude récente, avec nos collègues du Royaume-Uni, un pourcentage très important des gens dans leur clinique d'insuffisance cardiaque avaient des changements cardiaques qui suggéraient, qui étaient très à risque de développer de l'insuffisance cardiaque clinique. Donc, ça veut dire une insuffisance cardiaque avec symptômes comme Robert a développé dans sa vie. Les gens avec fibrillation auriculaire sont aussi à risque. C'est vrai qu'on peut vivre très bien avec fibrillation auriculaire. D'ailleurs, un des présidents récents était en fibrillation auriculaire lorsqu'il était président et a très bien fait. Mais les gens en fibrillation auriculaire sont plus à risque. L'insuffisance rénale aussi, parce que l'excrétion d'eau et de sel est plus difficile chez les gens avec insuffisance rénale, donc les mettre plus à risque et les gens avec des maladies valvulaires. Et comme vous le savez très bien, avec l'âge, les maladies valvulaires augmentent, en particulier la sténose aortique. Prochaine diapo. Alors, si vous êtes à risque, si vous avez des facteurs de risque comme mentionné, quels sont les symptômes courants des patients insuffisants cardiaques? Probablement le plus fréquent, c'est la dyspnée. Et là, les gens rentrent dans le bureau et des fois, nous, comme professionnels de la santé, on cherche toujours une excuse pourquoi ils sont essoufflés, comme les gens ou les patients essayent d'expliquer pourquoi ils sont plus essoufflés. Une prise de poids. Ils font pas d'exercice, par exemple, en particulier si ont un problème des jointures ou pendant la COVID, tous les gens ont des excuses pourquoi ils pourraient peut-être être plus dyspnéiques. Mais c'est un symptôme qui devrait alerter les gens qui pourraient avoir de l'insuffisance cardiaque. Les médecins, en particulier, manquent le diagnostic un peu trop souvent, et moi aussi, comme médecin.
Et d'ailleurs, le médicament le plus fréquent, le premier médicament le plus fréquent donné chez les patients insuffisants cardiaques, c'est un ventilateur pour aider contre l'asthme. Le deuxième symptôme qu'on trouve, c'est la fatigue et une perte d'énergie, comme Robert nous a bien raconté. Mais encore là, on essaie d'expliquer ça de différentes façons et il y a beaucoup d'excuses ou de bonnes raisons pourquoi on pourrait être plus fatigué à un moment ou à un autre. Si on remarque une enflure plus marquée aux pieds, aux chevilles, aux jambes et des fois l'abdomen qui gonfle, ça devrait être un signal. C'est vrai que les gens, surtout ceux qui font de l'embonpoint, peuvent avoir un œdème des membres inférieurs. Ceux qui ont une insuffisance veineuse peuvent avoir une insuffisance des membres inférieurs. Mais les gens devraient être très au courant de cette possibilité-là, surtout si on le combine avec les autres symptômes. Si vous avez une toux persistante, particulier en position couchée, et beaucoup de gens ne sont pas capables de se coucher quand ils développent l'insuffisance cardiaque parce que le retour veineux augmente puis ils sont plus dyspniques. Et s'il y a un gain de poids, ça peut être aussi un signe. C'est souvent associé à une enflure des membres inférieurs. Prochaine. Alors, comment améliorer le diagnostic de l'insuffisance cardiaque? Bien, premièrement, c'est important de sensibiliser la population comme on le fait présentement, en particulier les personnes à risque de développer des signes et symptômes d'insuffisance cardiaque et on vous a identifié plusieurs facteurs de risque. C'est important de sensibiliser les professionnels de la santé en première ligne à bien évaluer les patients à risque d'insuffisance cardiaque et faciliter l'accès aux outils pour poser le diagnostic. Par exemple, des tests dans les cliniques de première ligne pour mesurer le NT-proBNP, c'est une hormone qui augmente dans l'insuffisance cardiaque, ou le POCUS est un échocardiogramme qu'on peut tenir dans la main qui nous donne la fonction cardiaque, donc peut être utilisé comme dépistage. Ça coûte 5 à 10 000 donc pourrait être utilisé dans les cliniques de première ligne. Et finalement, profiter des symptômes, des systèmes cliniques électroniques et de l'intelligence artificielle afin d'identifier les personnes à risque et même celles souffrant d'insuffisance cardiaque mais sans diagnostic. Et souvenez-vous, que le diagnostic, malheureusement, est fait à l'urgence dans 50 à 80 des gens. Et ça, c'est en dépit du fait que 50 avaient des symptômes depuis au moins 5 ans. Donc, les médecins l'ont manqué, les individus qui sont atteints d'insuffisance cardiaque n'ont pas été sensibilisés. Et finalement, le patient se présente avec une maladie cardiaque assez avancée qui rend plus difficile le retour à une vie normale. Là, j'aimerais passer la parole à Eileen O'Meara, qui va continuer à présenter notre point de vue de comment on peut aider à sensibiliser, à identifier les patients à risque et ayant développé de l'insuffisance cardiaque. Eileen? Merci, Dr. Rouleau. Et merci à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC ainsi qu'à HeartLife. C'est de très belles initiatives qu'on voit et on espère que ça va pouvoir contribuer à aider les gens qui ont la maladie, l'insuffisance cardiaque. Ça, c'est dans mon petit jardin qui est vraiment grand comme un thème, mais que j'adore aussi. Alors, de l'autre côté, je fais un peu de jardinage, là, mais c'est à peu près la même grosseur. Et on a tous nos endroits pour reprendre notre souffle et tenter de continuer à admirer la vie et de profiter de la vie. C'en est un pour moi. On continue, s'il vous plaît. Donc, j'ai des conflits d'intérêts quant à la recherche, moi aussi, mais ce ne sont pas des conflits qui sont directement reliés à la présentation actuelle. Suivante, s'il vous plaît. Donc, Dr. Rouleau nous a parlé des priorités qui avaient été discutées avec les patients lors de la formation de la
CHFE ou l'Alliance canadienne pour l'insuffisance cardiaque. Donc, améliorer l'accès et l'équité des soins. On sait que l'optimisation des thérapies guidées par les lignes directrices, donc on recommande dans plusieurs pays, c'est quoi les traitements pour un insuffisant cardiaque. On a des recommandations encore plus claires pour ceux qui ont la fraction d'éjection à 40 et moins. Robert nous a parlé de ces 12 pilules. Il y en a au moins 4 là-dedans qui sont reliés directement au traitement de l'insuffisance cardiaque. Les autres peuvent être reliés, par exemple, à sa maladie coronarienne, à l'hypertension, au diabète dans certains cas, etc. Donc, on sait que quand on utilise les 4 traitements fondamentaux qu'on va voir, on va améliorer le devenir des patients avec insuffisance cardiaque. Si on veut faire ça de manière efficace, on aurait besoin d'une meilleure collaboration entre les pharmaciens communautaires et les spécialistes en insuffisance cardiaque. Qu'on parle de personnel spécialisé en cardiologie et insuffisance cardiaque, du cardiologue du patient, des infirmières praticiennes qui s'occupent du patient et du médecin généraliste. On a besoin d'une meilleure collaboration. De notre côté, actuellement, on met sur pied un projet pour améliorer l'accès à une optimisation rapide et sécuritaire des traitements de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite, qui est définie par une force de pompe du cœur à 40 et moins. La normale est en plus autour de 60. Premièrement, on a voulu identifier les obstacles et défis qui étaient rencontrés par les pharmaciens communautaires et les spécialistes en insuffisance cardiaque dans cette potentielle collaboration interprofessionnelle pour aider les patients plus rapidement, une fois qu'ils ont leur diagnostic. Suivante, s'il vous plaît. Donc, ça, c'est les 4 traitements essentiels pour la fraction d'éjection à 40 et moins avec insuffisance cardiaque en 2025, pas mal partout dans le monde. Alors, on a des acteurs qui agissent à gauche sur les neurohormones, donc des hormones qui sont libérées par le cœur et ailleurs. On a ensuite les bêta-bloqueurs qui vont contrôler l'adrénaline. Les deux vont faire rapetisser le cœur, améliorer la condition du cœur. Et les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes, là, on va agir sur la formation de cicatrices dans le cœur et préserver encore la forme et la force du cœur. Et les plus récents, les inhibiteurs du SGLT2, qui ont été inventés initialement pour le diabète, mais c'est vraiment pour traiter le cœur qu'on les utilise dans les patients avec insuffisance cardiaque. Et ça va améliorer le devenir des patients en termes de réduire les hospitalisations pour insuffisance cardiaque et d'améliorer la mortalité, donc réduire la mortalité cardiovasculaire. Puis, plusieurs d'entre eux peuvent améliorer également la qualité de vie. Et ces 3 objectifs sont importants pour les patients. Donc, on veut avoir accès rapidement à ces médicaments. Selon les recommandations qu'on regarde dans le monde, une fois qu'on a un diagnostic d'insuffisance cardiaque, par exemple, lors d'une hospitalisation, le docteur Rouleau nous expliquait souvent lors d'une hospitalisation, malheureusement, ou à l'urgence, qu'on faisait le diagnostic. Bien, dépendant où on regarde, on a 6 à 12 semaines pour mettre tous ces médicaments-là, idéalement à dose optimale. Pas facile à faire là, dans la réalité des choses, même si on sait que c'est comme ça que ça marche le mieux. Suivante, s'il vous plaît. Donc, nous, on a fait un sondage en ligne de 46 questions pour les pharmaciens communautaires, les spécialistes en insuffisance cardiaque au Québec, qui incluaient des cardiologues, de centres communautaires, de centres spécialisés et des infirmières praticiennes. Donc, ça a été diffusé à travers plusieurs organisations professionnelles au cours du dernier trimestre de 2024. Il y a eu 104 pharmaciens communautaires et 113 spécialistes en insuffisance cardiaque qui ont participé, je suis désolée. Les participants sont majoritairement favorables, je ne vous montre pas toutes les questions, mais à cette collaboration. Mais ils nous ont quand même fait part de 3 enjeux. Des enjeux de formation. Donc, les gens se disaient, soit du côté des pharmaciens ou du côté des spécialistes, est-ce que les pharmaciens communautés ont la formation adéquate pour faire ces optimisations-là à des patients insuffisants cardiaques? Est-ce qu'ils ont assez d'accès aux données de fraction d'éjection, entre autres, et d'antécédents pertinents pour les patients insuffisants cardiaques qui sont liés à ces 4 types de médicaments-là? Et aussi des enjeux de communication. Donc, mettons, le pharmacien communautaire a une question, il y a de la difficulté avec quelque chose. Est-ce qu'il peut rejoindre quelqu'un qui a de l'expertise dans cette maladie-là pour l'aider? Soit un pharmacien en milieu hospitalier qui est habitué, un cardiologue, le cardiologue du patient. Donc, c'était les 3 principaux enjeux. Suivante, s'il vous plaît. Donc, également, on a présenté notre projet d'optimisation par les pharmaciens en communauté à des patients partenaires dans le cadre d'un questionnaire, en fait,
Un truc exactement comme on fait actuellement, sauf que les gens pouvaient tous collaborer autour d'une table. Ils se sont dit généralement favorables à cette approche une fois qu'on leur a expliqué c'était quoi ce qu'on pensait faire avec des outils comme les gens l'ont suggéré dans notre questionnaire. Donc, ils étaient favorables à cette approche de collaboration interprofessionnelle en autant que les pharmaciens soient bien outillés, qui accèdent leur cardiologue ou leur clinique d'assistance cardiaque à des personnes ressources bien identifiées en cas de besoin. Et donc, on a amorcé avec tous ces conseils-là la mise en place du projet d'optimisation par les pharmacies communautaires qui, grâce à la loi 67, si je ne me trompe pas, au Québec, bientôt, vont d'ailleurs pouvoir le faire. Mais notre projet va permettre d'évaluer la portée, l'efficacité de cette approche-là, au lieu de laisser comme aller et de rien vérifier. Donc, on trouve que ça serait important de faire notre projet. Euh, donc, ça serait sur plusieurs régions du Québec avec des pharmacies communautaires qui se seraient montrées volontaires pour y participer et qui auraient eu, dans les pharmacies impliquées, les pharmaciens intéressés auraient des formations accréditées que nous, on a déjà préparées pour qu'ils soient à même de faire le traitement adéquatement. Donc, suivante, s'il vous plaît. Ça, c'est le projet. Ça s'appelle OptiMed IC. Vous avez les centres de santé qui sont impliqués. Et il y en aura peut-être d'autres également. Suivante. Donc, présentement, on est à affiner le projet, la rédaction du protocole, recruter l'équipe de recherche. Ensuite, on va préparer des contrats avec les pharmaciens en communauté et soumission à l'éthique vers mai, mais plutôt juin 2025 et concevoir une stratégie axée sur les communautés de Premières Nations. Ça fait partie d'un deuxième objectif. Ils nous ont approchés parce que dans l'Alliance canadienne pour l'insuffisance cardiaque, il y a aussi des groupes des Premières Nations et on aimerait bien qu'au Québec, justement, on puisse faire quelque chose qui leur plaît à eux pour pouvoir optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Suivante, s'il vous plaît. Et ici, j'ai écrit à venir pour le traitement de l'insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection à plus de 40 comme Charlotte. Et ça aussi, c'est super important. Les recommandations dans le monde sont un peu moins claires et au Canada, on avait vraiment besoin d'une feuille de route pour ça. Il y a des premières recommandations qui sont sorties au Congrès d'insuffisance cardiaque canadien le week-end dernier, mais les recommandations publiées comme telles vont l'être probablement dans quelques mois dans le Journal canadien de cardiologie. Je ne peux pas savoir la date précise, mais c'est ce qu'on me dit. Alors voilà, soyez à l'affût parce que ça aussi, on va avoir une feuille de route un peu plus claire et on pourra aider de manière plus organisée les patients qui ont une fraction d'éjection de plus de 40 avec insuffisance cardiaque. En vous remerciant, je crois que c'est la dernière. Merci beaucoup pour votre attention et pour l'invitation. Bien, je tiens à vous remercier, Dr. O'Meara, bien, à tous les conférenciers. Vous êtes exceptionnels. Vous faites de belles présentations, on vous comprend bien. Votre expertise et votre passion ont vraiment enrichi notre compréhension et ont fait de cette session un moment inoubliable. Donc, nous Et sommes déjà rendus à la période de questions. Donc, les membres du public, vous pouvez poser vos questions dans la boîte aux questions. On va commencer avec quelques questions déjà préétablies. À toi la parole, Charlotte. alors, je vais débuter les questions avec Robert, évidemment. Robert, si tu veux te joindre à nous avec ta caméra. Ça fait Cela fait 10 ans que vous avez été diagnostiqué avec l'insuffisance cardiaque. Je m'excuse, je t'ai soufflé aujourd'hui. Avez-vous remarqué un changement dans la sensibilisation de la population et du corps médical sur votre condition? Euh, oui, oui, mais oui, puis non. Parce que j'ai été diagnostiqué à l'Institut de cardiologie et suivi à l'Institut de cardiologie. Fait que j'étais dans le bon poulailler en partant, on va dire. Hein? Fait que de savoir, c'est juste que oui, quand on parle d'un ou à l'autre, actuellement, insuffisance cardiaque, comparativement à il y a 10 ans, il se demandait si ce n'était pas une maladie vénérienne nouvelle qui venait de sortir ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, au moins, le monde peut le connaître un petit peu plus. Mais malheureusement, pour la question, vu que je suis
depuis le début à l'Institut de cardiologie sur une clinique d'insuffisance cardiaque. Et j'ai déjà mon petit monde à moi que le monde le connaisse. Fait que je ne peux pas honnêtement parler pour les autres, mais je suis sûr, je me suis aperçu que quand j'en parlais à d'autres personnes, les questions étaient moins, le monde était moins surpris. C'était un mot qu'ils avaient déjà entendu. C'était toujours surpris. Alors, tu fais partie des chanceux. Je me considère chanceux sur bien des points. La prochaine question est pour Dr. O'Mara. Comment pouvons-nous nous assurer que les soins pour l'insuffisance cardiaque sont cohérents et collaboratifs entre les différents prestataires de soins de santé et les communautés à travers le Canada? C'est toute une question, ça, Charlotte. Oui, nous assurer, bien justement, en faisant des contrôles de qualité. Je pense que notre objectif dans notre projet que je vous ai décrit, puis il y en a plusieurs à travers l'Alliance canadienne notamment, puis on a des collaborations avec le Royaume-Uni, comme Dr. Rouleau a mentionné. Puis grâce à nos patients, on a des conseils dans ce sens-là, mais il faut mesurer l'impact de ce qu'on fait, je pense. Des indices de qualité, c'est pas seulement, là, le gouvernement parle de performance. Mais je ne suis pas sûre que de voir un insuffisant cardiaque en 5 minutes, ça serait une bonne idée. Donc, je pense qu'il faut considérer plein de choses quand on mesure des indices de qualité et s'entourer des gens qui peuvent faire les mesures. Et je pense que, comme par exemple, nos collaborateurs pharmaciens sont excellents, sont capables de devenir des experts là-dedans, ceux qui le désirent dans cette optimisation-là. Puis de mesurer l'impact, c'est une très bonne chose. Puis je pense que de parler avec chaque professionnel de la santé, les infirmières praticiennes aussi, il y en a beaucoup qui ont un intérêt. Puis comment les patients voient ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler en collaboration et oui, faire des mesures d'efficacité en quelque sorte. Alors, combien de temps ça nous a pris à optimiser la médication? Comment le patient et le professionnel de la santé a vécu son expérience, etc. Là, c'est toutes des choses qu'il faut vérifier. Je ne sais pas si le Dr. Rouleau aurait d'autres idées dans cette veine-là, mais c'est ma réponse pour le moment. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse au docteur Rouleau. Quel est le pronostic de l'insuffisance cardiaque? Vous avez une question facile, vous, puis votre micro est fermé. L'important c'est de savoir si le patient reçoit le traitement optimal. Parce que, comme mentionné par Eileen, si quelqu'un a un traitement optimal, on sait que la mortalité et le taux d'hospitalisation est réduit de 75. Donc, la très grande majorité des patients qui aient un trajectoire optimale ou non, on va améliorer la qualité de vie. Mais pour vraiment avoir l'effet maximal, il faut que les patients soient dans une prise en charge optimale, que malheureusement, comme Eileen l'a bien dit, n'arrive pas assez souvent et peut varier beaucoup selon où vous êtes. Bon, Robert, lui, a eu la chance d'avoir ça à l'Institut de cardiologie, mais il y a bien des gens qui n'ont pas cette opportunité-là. Donc, je vais parler un petit peu du système optimal. Donc, qu'est-ce qui est possible? Alors, finalement, l'insuffisance cardiaque, c'est un syndrome. Par ça, je veux dire, c'est le résultat de différentes maladies. Et il y a deux grandes catégories, comme mentionné par Eileen, ceux où le cœur est faibli et ceux où le cœur est pas faibli, mais il est raide, où il y a un problème valvulaire ou un problème rénal important ou une combinaison de toutes ces choses-là. Alors, chez le patient avec le cœur faibli, encore là, le prognostic varie énormément d'un individu à l'autre. On peut avoir un cœur faibli qui est le résultat d'un virus ou de tachycardie, un problème de rythme cardiaque. Ces gens-là ont souvent un prognostic qui est très bon avec une récupération presque totale dans bien des cas de la fonction du cœur. Ça ne veut pas dire que tout est fini puis on met ça en arrière de nous, mais les gens ont un très bon prognostic. Il y a les gens qui ont un problème associé à des médicaments, ça peut être le traitement d'un cancer ou autre cause, et ça varie selon l'individu. Il peut avoir un problème génétique, et ça,
dans la grande majorité des cas, on a une amélioration, mais pas une normalisation du prognostic. Il y a le cas, comme mentionné dans le cas de Robert, où la personne peut avoir un infarctus. Dans le cas de Robert, donc quand on a un infarctus, il y a une partie de notre cœur qui meurt, puis il y a une cicatrice qui est formée. Probablement dans le cas de Robert, parce que le diagnostic a été fait plus tardivement, le reste du cœur a été sous stress et affaibli. Heureusement, avec les 4 piliers dont Eileen est en train de discuter, avec l'utilisation de défibrillateurs et tout, on a été capable de récupérer une bonne partie de la fonction du cœur de Robert pour qu'il puisse vivre une vie plus normale. Il y a des gens, après des gros infarctus, et des gens avec d'autres maladies où on n'est pas capable d'améliorer la fonction, mais dans la grande majorité, on est capable. Et nous autres, on s'attend à être capable d'améliorer la fonction quand on fait un diagnostic. Jusqu'à quel point, ça reste à savoir. Mais dans la grande majorité, on peut améliorer la fonction. Pour les gens qui ont un cœur raide, ou avec un problème valvulaire ou un problème rénal. C'est une approche un peu différente et Eileen a mentionné qu'il y a eu des développements dans ce domaine-là. C'est sûr qu'on peut améliorer la qualité de vie de ces gens-là. Il y a eu des améliorations et ça va dépendre un peu de la cause, mais on peut améliorer les patients. La mortalité associée à l'insuffisance cardiaque chez ces gens-là est beaucoup moindre, mais le risque d'hospitalisation et les symptômes demeurent toujours un problème. On peut résoudre des problèmes avec des nouvelles techniques. Si c'est une valve qui coule, si c'est une valve qui est bloquée, on peut vraiment améliorer énormément la fonction du cœur et la qualité de vie des individus, mais ça va encore dépendre des problèmes, les problèmes de fond qui causent l'insuffisance cardiaque. Et souvent, c'est une combinaison de différentes choses où on doit adresser un problème ou un autre. Mais la chose à retenir, c'est que depuis 25 ans, on a fait un progrès énorme pour aider à améliorer la fonction et même normaliser dans certains cas, réduire les hospitalisations, réduire la mortalité, puis améliorer la qualité de vie. Mais l'important, c'est de faire le diagnostic plus précocement pour empêcher l'évolution de la maladie et aussi de donner un traitement optimal que malheureusement, on n'a pas réussi jusqu'ici. Euh, dans tous les cas, et malheureusement dans trop de cas, Eileen a discuté d'une approche qui est très prometteur, mais on a besoin d'être plus innovateur et utiliser différentes façons pour faire un diagnostic plus précoce et aussi de donner un traitement optimal à tous les gens. C'est pas tout le monde comme Robert qui peut être une institution qui se spécialise là-dedans. Merci, Dr. Rouleau. On a une question pour Dr. O'Meara. Est-ce que l'hypertension artérielle, une fois qu'elle est bien contrôlée avec la médication, est-ce que ça reste quand même un facteur de risque pour l'insuffisance cardiaque? Oui, c'est sûr que c'est mieux une fois qu'elle est bien contrôlée et c'est vraiment l'objectif dans l'optique de la prévention de l'insuffisance cardiaque. Donc, c'est possible que la personne ne développe jamais. Mais pour vous donner un exemple, mettons qu'on a deux facteurs de risque d'insuffisance cardiaque, Dr. Rouleau en a mentionné plusieurs, et qu'on a en haut de 50 ans, bien, on devrait peut-être faire un NT-proBNP d'emblée. C'est des choses là, qui sont aussi en voie d'organisation et des projets en cours avec l'Alliance canadienne pour augmenter le dépistage. Donc oui, on demeure à risque, mais quand c'est contrôlé, c'est beaucoup moins à risque. Ça dépend aussi des autres facteurs de risque d'insuffisance cardiaque qui sont impliqués. Merci. On a une autre question, cette fois pour Dr. Rouleau. En quelques mots, est-ce que tous les symptômes doivent être présents pour orienter le diagnostic de l'insuffisance cardiaque? Non, pas nécessairement. Ça peut être juste la dyspnée. L'essoufflement est normalement le plus fréquent. Et si la dyspnée n'est pas là, c'est toujours possible d'avoir de l'insuffisance cardiaque, mais c'est l'essoufflement qui est numéro un. Probablement l'autre, c'est l'enflure des chevilles et l'enflure des membres inférieurs. Ça serait probablement les deux les plus fréquents.
mais on n'a pas besoin d'avoir tout. Merci. Pour Dr. Omera, c'est quoi le lien? Est-ce que vous pourriez expliquer le lien entre les liquides et l'insuffisance cardiaque? Oui, Robert nous a mentionné qu'il avait été très restreint en liquide au début. À ça, les choses changent aussi avec le temps. Il y a des nouvelles études, des nouvelles données. Maintenant, on monte quand même assez souvent à 2 litres par jour. Le lien, c'est que quand on fait l'insuffisance cardiaque, on a de la difficulté, le cœur a de la difficulté à pomper dans certaines formes. L'insuffisance cardiaque, soit parce qu'il est trop raide ou que la pompe est faible ou que les valves, ça ne fonctionne pas bien ou tout un ensemble de ça. Et donc, on va être porté à accumuler plus facilement de liquide. Donc, on sait, même s'il y a de plus en plus d'enjeux sur les quantités ou de discussions, on va dire, sur les quantités, 2 litres, ça paraît raisonnable, hein? Euh, et puis, je suis sûre que Robert va aller parler de ça là, à sa prochaine visite à la clinique d'assistance cardiaque. Ils vont dire, hein, qu'est-ce qu'elle dit? Mais il devrait savoir. Et puis, ben, si vous allez manger du chinois ou du Saint-Hubert ou du sushi avec de la sauce salée, et qu'en plus de ça, vous prenez 2 litres, il a fait très chaud cette journée-là et tout, et les chances que vous retrouviez à l'hôpital, puis on l'a vu multiples fois ici dans nos hospitalisations et ailleurs, c'est évident, là, ça a de beaucoup augmenté. Fait qu'il faut quand même faire attention, même si le niveau de restriction va varier d'une personne à l'autre. Vous prenez du sel, vous prenez de l'eau, ça reste pris à l'intérieur, étant donné que votre cœur et parfois vos reins aussi ne font pas la job parfaitement. Donc, c'est un peu, il faut faire attention à ça. Je pense que le sel, c'est beaucoup plus important que, bon, le liquide, oui, mais c'est surtout le sel. Si on a un apport de sel qui est important, c'est souvent ça qui va décompenser l'insuffisance cardiaque. Donc, le liquide, oui, mais surtout le sel. Merci à tous C'est les vrai, deux. c'est vrai pour l'hypertension aussi, le sel. Donc, on a le temps pour une dernière question. Il y a quelqu'un qui souhaiterait savoir quelle serait la stratégie préventive pour éviter une insuffisance cardiaque chez un diabétique. Bien, moi, je dirais, c'est contrôler tous les autres facteurs de risque, incluant l'obésité. Parce que l'obésité, on n'a pas parlé, là, mais c'est un facteur de risque pour le développement de l'insuffisance cardiaque. Et c'est un problème qui est assez fréquent chez les patients avec diabète, surtout diabète type 2, donc qui survient chez un adulte. Donc, l'idée, c'est de contrôler les facteurs de risque parce que, comme mentionné, comme Eileen, les facteurs de risque qu'on a mentionnés, c'est pas un plus un, tu sais, c'est multiplié. Donc, c'est pas 3 plus 3 égale 6, c'est 3 fois 3 égale 9. Alors, le plus qu'on a de facteurs de risque, le plus que ça augmente de façon exponentielle. Donc, c'est le contrôle des facteurs de risque y incluant l'obésité. Oui, puis de faire le dépistage. Donc, si vous avez des symptômes d'insuffisance cardiaque il y en a plusieurs, là, le docteur Rouleau les a nommés, et que vous avez comme plus que 50 ans, au moins 2 facteurs de risque, le diabète est un facteur de risque majeur. Puis le cardio-métabolique, ce que le docteur Rouleau vient de mentionner, c'est de plus en plus à l'étude. Fait que si vous parlez si vous êtes un diabétique puis vous parlez de vos symptômes à votre médecin, mais il devrait penser à demander l'hormone du cœur, puis si elle est élevée, le NT-proBNP, si elle est élevée, à ce moment-là, une échographie cardiaque, etc. Tu sais. Donc, pour faire des Oui. diagnostics. Et on fait beaucoup de recherches dans le réseau pour ça, pour essayer de dépister les gens qui sont à risque. Et on le fait en collaboration avec des équipes qu'on a dit en Royaume-Uni, au Danemark, en Suède et aux États-Unis. Donc, le problème, c'est partout. Et tout le monde essaie de trouver une solution pour aider à dépister les gens et les traiter précocement et empêcher l'évolution de la maladie. Alors, nous avons finalisé la période de questions et notre webinaire tire à sa fin. Alors, je remercie les participants pour leurs questions et les conférenciers pour vos réponses réfléchies. Merci de partager votre savoir avec nous dans le domaine de l'insuffisance cardiaque et avec autant de générosité et de dévouement puis d'ouverture.
on vous souhaite de passer une belle fin de journée. Je m'excuse, aujourd'hui, je suis vraiment essoufflée. Merci à tous. Ce webinaire sera enregistré et disponible en ligne après l'événement sur la chaîne YouTube de Cœur et AVC et le site web des pratiques optimales des soins de l'AVC. Aujourd'hui, après le webinaire, un sondage va apparaître à votre écran et va vous inviter à remplir une évaluation. Le certificat de participation va être disponible à la fin de cette évaluation-là. Donc, pour avoir plus d'informations et de ressources, outils de soutien, nous vous invitons à visiter le site web de Cœur et AVC et de la Fondation EarthLife. Nous vous enverrons un courriel de suivi après la présentation avec la liste des ressources. Nous espérons vous compter parmi nous lors de notre prochain webinaire qui aura lieu dans le cadre du mois de l'AVC et qui sera intitulé Déficit cognitif d'origine vasculaire, amélioration des soins fondés sur les données probantes tout au long du continuum et qui aura lieu le 18 juin à midi. Merci d'avoir été là. Au nom de Cœur et AVC et de la Fondation EarthLife, nous tenons à remercier nos présentateurs d'aujourd'hui et vous, membres du public, d'avoir pris le temps d'approfondir vos connaissances et de vous sensibiliser à l'insuffisance cardiaque. Nous espérons vous voir très bientôt. Merci encore et prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.